Salut mes Parisiens, comment ça va? Bienvenue dans l'After Paris, le podcast qui débat de l'actu du Paris Saint-Germain toutes les semaines, toujours dispo sur toutes les plateformes, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait. Et c'est également sur YouTube depuis le début du mois de mars, la chaîne de l'After, l'onglet podcast. L'équipe de la semaine, Jimmy Brunella. Salut Jimmy. Bonjour Thibaut, bonjour à tous. Belle petite chemise cette semaine, il y a un effort de fait, je sais pas pourquoi. Merci, oui, j'ai voulu être élégant, j'ai eu quelques reproches suite à l'épisode de la semaine dernière où on disait que je ressemblais à pas grand chose, voilà. J'ai voulu faire un petit effort vestimentaire cette semaine. Faut être précis sur les termes, le terme exact qui a été employé c'était mollusque. Voilà. C'était pour moi plus précisément. Julien Taxi, c'est là, salut Julien. Salut Thibaut, salut à tous. Et on enregistre cet épisode jeudi à quelques heures de Croatie-France et on est en direct de Split avec Arthur Perrault, suiveur de l'équipe de France et du Paris Saint-Germain. Salut Arthur. Salut messieurs, bonjour à tous. Il est là, il est beau. Ah, il fait semblant de bosser, il s'est mis en salle de presse, il est fort. Ouais, le petit, fort. La petite accrède autour du cou. On peut pas semblant, Jimmy, je te rassure. Bravo. C'est comment la Croatie fin mars, Arthur, rapidement? C'est toujours aussi beau qu'il y a 2 ans. Il fait très très beau, mais il fait très froid. Merci, voilà. merci. Le joueur de ce début d'année 2025. 22 buts en 2 mois et demi. Ousmane Dembélé cartonne avec le Paris Saint-Germain dans ce nouveau rôle de numéro 9 au point de rebattre les cartes en équipe de France à la pointe de l'attaque. À Paris ou en bleu, Dembélé est-il le 9 parfait? C'est notre débat de la semaine. Et on va commencer, avant toute chose, émission exceptionnelle, parce qu'on a parlé de reproches avant le début de cette émission. Mais très virulent et très violent. Les reproches ont été faits dans les couloirs des RMC par un homme qui va venir s'expliquer maintenant. Un supporter du Paris Saint-Germain. C'est Julien Cazard. Salut Julien, sois le bienvenu dans le podcast. Je ne renie pas ce mot de mollusque. Je trouvais que personne ne se tenait dans cette émission. On a quand même un certain standing à avoir. Moi, par exemple, j'ai mis un t-shirt avec Paris Saint-Germain. Pedro Miguel, voilà, Paris Saint-Germain. Là, je vois pas de Parisien. Là, moi, je vois un supporter du FC Belge. Qui commence à se couper. Voilà. C'est H&M, ça coûte un petit billet. Quand on dit des marques, c'est pas des marques de merde quand même en général. Ah, pardon. Tu vois, t'as des Clarks. Voilà, non. Donc Jimmy qui a fait un bel effort. Jimmy qui a fait un très bel effort. Merci de souligner. Magnifique. Et Julien aussi. Toi, t'as déjà un prénom de merde. Si en plus. Oui, prénom de merde, c'est vrai. Moi, je fais un effort. Je le sais que j'ai un prénom de merde. Oui. On va parler de trucs un peu intéressants ou attends, juste supporter du Paris Saint-Germain, t'écoutes ce podcast? Toujours. Et la dernière fois, je l'ai vu, j'ai dit c'est pas possible. Voilà, il ressemble à rien les trois là. Ouais. Ça n'y fait ni à faire à un moment donné. On aurait dit un podcast de l'Olympique Lyonnais. Hein, c'était bien sur le fond, au lendemain de la qualif. Ah mais le fond c'est très bien, le fond. C'est l'essentiel. Mais faut dire que les gens, et pour qu'ils l'écoutent le fond, qu'à un moment donné, il faut les accrocher les gens. Tu as raison. Si on fait tout un décor. Tu vois, moi, si tu veux, avec la gueule que j'ai, si en plus je commence à m'appeler, tu vois, ça fait beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup. Toi, tu peux pas te permettre l'économie d'une fringue. Alors, tu vas passer avec nous quelques minutes, puisque après, t'as d'autres choses à faire, paraît-il. Juste ton avis sur Dembélé en numéro 9. Est-ce que c'est l'avenir de l'équipe de France et surtout du Paris Saint-Germain? Est-ce que Paris doit tout mettre sur Dembélé numéro 9? On recrute pas de numéro 9. C'est lui l'avenir pour les. Alors, moi, je ne crois pas. Moi, je crois qu'il est très bon aussi quand il est sur le côté. D'ailleurs, de toute façon, moi, il est numéro 9, pour moi, c'est quand même très... c'est pas toujours le cas. Moi, je trouve qu'il commence numéro 9, mais si tu regardes bien, il bouge beaucoup. Il y a eu des moments où je sais plus quel match où il met un doublé, où en fait, c'est au moment où Kvara commence à passer dans l'axe. Et lui, voilà, bon, c'est peut-être un exemple de merde, mais du coup, Dembélé bouge. Et il y a dans les buts qu'il a marqués, là, il y a énormément de buts où il part côté droit, hein, où il vient du côté droit. Donc pour moi, là, ça marche au PSG, parce que pour moi, il est numéro 9 sans lettres, c'est-à-dire que tout le monde bouge un peu. Finalement, comme faisait un petit peu le Liverpool de Klopp, où tu avais Firmino qui bougeait avec Salah, et finalement Salah marquait plus de buts. Firmino avait. Il y a un gars qui peut faire le rôle de Firmino, et lui qui peut reprendre le rôle de Salah l'année prochaine. Je vous emmerde déjà, je vais y aller. C'est insupportable, on dirait Hervé Matou, le mec qui regarde sa montre pendant qu'il parle. On dirait Hervé Matou. C'est affreux en fait. C'était bien, il dit pas que des conneries. Je vous laisse là-dessus. Voilà. Non, mais je me casse en fait. Vous vous rendez pas compte combien je vois à la minute. On se rend compte que c'est chiant quand il parle premier degré quand même. Merci Julien d'être passé. Sur le PSG, il reste crédible. Oh là là. Non, mais autant tout le début sur les mollusques et tout, j'ai trouvé ça bien. À partir du moment où il a parlé foot, c'était chiant, c'est incroyable. Merci beaucoup Julien. On le retrouve dans Rotten sans flamme tous les jours, bien évidemment, sur RMC. On va commencer par l'équipe de France et cette trêve. On enregistre, je le disais, avant le match. Arthur, en direct de Split, Deschamps n'est pas insensible au dernier mois du Paris Saint-Germain, puisqu'il l'a mis dans l'axe pour la première fois avec l'équipe de France pour ce match contre la Croatie. Oui, c'est en tout cas ce que j'ai pu apercevoir hier au moment de l'entraînement à huis clos. C'est assez troublant parce que pour avoir l'habitude de suivre le PSG, les entraînements de Luis Enrique, vraiment hier, ici dans ce stade en veille de match,
c'était un copier-coller pur et simple de ce que fait Luis Enrique au PSG. Ce soit dans les déplacements que Ousmane Dembélé faisait pour aller chercher Kylian Mbappé à gauche ou Randal Kolo Muani à droite, c'était la même chose. Dans la percussion, la projection, c'était la même chose. Dans le repli défensif, c'était exactement la même chose. Et ce qui est assez étonnant, c'est que jusque-là, Deschamps avait plutôt brouillé les pistes. Lors de l'annonce de sa liste, il avait dit oui, j'ai vu j'ai vu comment il était efficace au Paris Saint-Germain, la façon dont Luis Enrique l'utilise. Pourquoi pas? Ça marche, pourquoi pas en équipe de France, sans être définitif. Et les échos que l'on a en avant-match là ces dernières heures, c'est que ce serait pas vraiment un 4-3-3 avec donc Dembélé en faux neuf, comme on a l'habitude véritablement de le voir au Paris Saint-Germain, mais plutôt un 4-4-2 avec devant Mbappé et Kolo Muani, et du coup en soutien Ousmane Dembélé plutôt en 10. À voir comment ça va sortir ce soir. Mais on va dire que c'est la moitié de ce qu'il reproduit au Paris Saint-Germain qui va être mis en place ce soir ici en Croatie, en tout cas sur le papier et sur les derniers échos qu'on peut avoir. Et il faut préciser que la dernière fois que l'équipe de France a joué, c'était dans ce schéma-là, c'était Nkunku en 10 avec Kolo Muani et Mbappé devant en Italie, la victoire en Italie. Bon, c'est vrai que logique quelque part quand même de vouloir voir Dembélé dans l'axe, en tout cas avec l'équipe de France, mais les joueurs autour sont très différents de ce que Dembélé a au PSG, l'animation est quand même très différente, il y a quand même pas mal d'incertitudes sur ce match. Alors, on va voir ce que ça donne. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la relation technique qu'il va y avoir avec Kylian Mbappé et qui n'existait pas jusqu'à présent, parce que Dembélé était sur le côté droit, Mbappé sur le côté gauche. On dit souvent, oui, ils se sont dans les chiffres, c'est pas dingue. Je crois qu'il y a 2 ou 3 passes décisives chacun l'un pour l'autre depuis qu'ils sont ensemble en équipe de France, alors qu'on connaît leur complicité en dehors du terrain, mais c'était surtout lié, je pense, à leur positionnement. Là, le fait de les rapprocher, je pense que tu peux tenir un truc assez sympa à regarder. Après, sur ce que disait Arthur sur le positionnement en tant que numéro 10, au PSG, Julien le disait d'ailleurs en intro tout à l'heure, c'est pas un numéro 9, tu vois, c'est pas un renard non mais c'est pas le renard des surfaces, c'est pas le pivot, c'est pas Olivier Giroud au PSG, Ousmane Dembélé. Il avait un petit peu démarré, je crois, comme ça, Luis Enrique, dans ce positionnement axial l'an dernier en Ligue des Champions, je crois, contre la Sociedad ou Barça, un rôle de 9,5, 10. Moi, ce qui m'intéresse, c'est bien évidemment de profiter, d'essayer de capitaliser sur la forme d'Ousmane Dembélé, ce nouveau positionnement. Et puis, ce qui m'intéresse aussi, c'est de revoir. Alors, vraisemblablement, ce sera peut-être pas le cas ce soir avec cette espèce de 4-4 de losange, mais c'est de revoir Mbappé à gauche. Alors, ce qu'il fait au Real, c'est très bien. Il y a beaucoup de buts. Il est plutôt, franchement, pour regarder plusieurs matchs du Real, il est plutôt intéressant dans l'axe. Mais pour moi, c'est une hérésie depuis le début. Et capitaliser sur Dembélé dans l'axe et revoir Mbappé à gauche, je trouve ça intéressant. Mais je pense que ce positionnement-là va aider à voir justement Mbappé côté gauche qui rentre. On imagine bien que voilà, ça va être Dembélé de temps en temps va redescendre pour que chacun puisse rentrer. Kolo Muani de la droite, Kylian Mbappé de la gauche, essayer de créer des occasions comme ça. C'est intéressant. Après, la grosse différence, ce que disait Arthur, disait il a calqué sur Luis Enrique. Moi, j'ai du mal à avoir un calque entre le trio Fabien Ruiz, Joao Neves, Vitinha et Guendouzi, Tchouaméni, Rabiot. C'est pas tout à fait la même chose. Oui, et puis t'as pas les mêmes repères, tu travailles pas. Alors même s'il les connaît, Kolo Muani, Mbappé, après, t'as pas la même. Le même vécu finalement, tu travailles régulièrement, quotidiennement, et puis je suis pas persuadé que Didier Deschamps, la volonté est peut-être là, mais il aime bien ce qui est rigide, carré, ce football d'occupation des espaces, de permutation totale. Je demande à voir. On s'intéresse à Dembélé aujourd'hui, on précisera, on sera focus sur le Paris Saint-Germain dans quelques minutes, on profite justement aussi de l'équipe de France et de ce rendez-vous pour voir avec d'autres joueurs autour de lui. On parle de l'association avec Mbappé, on a hâte de la voir, techniquement, tu le disais Jimmy, ils vont être un peu plus proches. Il y a aussi une histoire de statut entre les deux. Et là, je voudrais qu'on commence avec Arthur en direct de Croatie. Mbappé, bien sûr, superstar des Bleus et puis depuis des années. Là, ça y est, depuis quelques jours, quelques semaines, on a commencé à éventuellement les mettre tous les deux dans un débat Ballon d'Or cette année. Bon, au-delà de la relation technique, Arthur, est-ce que le changement de statut de Dembélé, ça peut pas poser problème avec Mbappé ? Non, pas du tout. D'ailleurs, on s'est renseigné avec Fabrice Hawkins avant ce match sur la possible évolution de la relation. Alors, on sait que depuis longtemps, les deux hommes s'entendent très très bien. Ousmane Dembélé en équipe de France s'est tenu à mettre de la bonne ambiance et à s'entendre bien avec tout le monde. Des échos qu'on a là aussi avant le match, c'est que la relation n'a vraiment pas changé. Ils s'entendent toujours aussi bien. Ils ont beaucoup parlé là avant le début de ce match. D'ailleurs, j'en veux pour preuve, là, ici même à cette place hier,
Kylian Mbappé a rappelé que voilà, il était très content, il était premier content de la très bonne forme d'Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain, que lui aussi voulait capitaliser sur ça pour voilà, mettre un coup de peps à cette équipe de France. Kylian Mbappé, ça va mieux. Donc voilà, ils savent très bien que c'est dans leur intérêt aujourd'hui de faire en sorte que tout se passe bien sur le terrain et aussi en dehors. Voilà, c'est pas un bon comportement de vitrine, c'est ça que je veux vous dire. C'est-à-dire que même en coulisses, la relation est aujourd'hui aussi bonne, malgré voilà, ces deux statuts qui se rapprochent aujourd'hui. Alors les petits soucis de connexion, dès qu'on parle de Mbappé, c'est politique, ça coupe un peu le truc. Tout le monde est convaincu de que cette association Dembélé, Mbappé, les potes, les copains, l'histoire qu'on nous sert et tout, on y croit à 100%? À date, aujourd'hui, oui, je crois en la sincérité de Mbappé. D'ailleurs, il avait été sollicité par nos confrères de l'équipe il y a quelques semaines, au moment où Dembélé marchait sur l'eau, pour voilà, donner son avis sur lui aussi. On l'a senti sincère et en conf de presse, il dit, moi je suis super content, j'ai toujours cru en lui, je suis pas objectif, c'est mon pote. Il y en a beaucoup qui ont fait le comparatif avec la relation Neymar-Mbappé au PSG, mais je pense que la relation, elle n'est pas comparable en fait. Ces deux mecs-là, Dembélé et Mbappé, ils se connaissent depuis qu'ils sont gamins. Ils ont grandi ensemble. Ils ont toujours eu une relation sincère. Oui, d'accord. Après, on connaît les objectifs de Mbappé, notamment. Voilà, mais je pense qu'aujourd'hui, pour ce qui est de l'équipe de France, le statut il est incomparable. À un moment donné, moi j'adore Ousmane Dembélé, mais après là quand on parle il a 53 sélections, 6 buts. Le statut, c'est. Et quand on parle de statut aussi, je pense qu'on parle aussi de statut de candidat au Ballon d'Or. Et si Kylian Mbappé accepte de revenir à gauche, est-ce qu'il se dit pas qu'il marquera peut-être un petit peu moins de buts? Et à côté de ça, je me dis aussi quand même, et je crois vraiment à ce que dit Arthur, c'est que Kylian Mbappé, on lui a donné les clés beaucoup trop, tout était focalisé, centré sur lui, notamment à l'Euro 2024 où dans l'animation offensive, ça a été relativement désastreux. Là, s'il peut compter sur un Ousmane Dembélé, alors pour aller chercher la Ligue des Nations dans un premier temps et pourquoi pas plus l'année prochaine, avoir vraiment ce qui manque quand même à l'équipe de France depuis un bon bout de temps, une véritable animation offensive avec deux joueurs très forts, le binôme, le duo Mbappé-Dembélé, ça fait quand même un bon bout de temps qu'on l'attend, efficient, efficace, complémentaire. Au PSG, on l'a pas vraiment eu, et en équipe de France, à part le France-Angleterre, là, 2017 où il marche sur l'Angleterre, il n'y a jamais eu un match référence avec les deux. Ça ne peut que servir à l'équipe de France, et je pense à Kylian Mbappé. Justement, quand on parle de Ousmane Dembélé, cette efficacité, on en parle au Ballon d'Or, etc., on oublie peut-être un peu que ça fait 3 mois qu'il met des buts, et il en met à la paille, et il est exceptionnel. Est-ce que cette solution de le mettre dans l'axe, que ce soit en équipe de France ou à Paris, on va commencer comme ça, on va conclure sur l'équipe de France et on fera le PSG après, est-ce que ça vous semble quelque chose de durable? Est-ce que Dembélé dans l'axe, on a réglé les problèmes de tout le monde, on a tout solutionné, est-ce qu'on va pas se heurter à d'autres soucis d'avoir justement ce type de joueur? Tu le disais, c'est pas Giroud. Bon, Dembélé, c'est durable, Julien? Moi, en équipe de France, j'ai envie de voir. Après, tout dépend ce qu'on appelle durable. Je pense qu'au Paris Saint-Germain, ça va durer jusqu'en fin de saison. Je suis beaucoup moins convaincu sur le long terme. Je faisais partie des analystes, observateurs, supporters, si tu veux, très sceptiques sur Ousmane Dembélé, non seulement sur le rendement et également sur ce qu'il proposait dans le jeu. Là, force est de constater, il faut aussi le reconnaître quand on se trompe, qu'il y a eu une évolution, un déclic. Je ne sais pas si Ousmane Dembélé va devenir Harry Kane, va devenir Erling Haaland ou Mbappé à te mettre, et je ne pense pas, 30 à 40 buts par saison. Il y a eu un déclic. Est-ce que c'est suffisant pour l'inscrire dans le marbre? Pour moi, non. Jimmy? C'est Nico Villas en avant-match de Liverpool-PSG qui parlait de ça à l'antenne, de l'évolution. Cazard, Villas, on sait que les grandes références. Les grandes secondes. Que des références. Et Nico faisait le comparatif entre Ousmane Dembélé et Mohamed Salah. Tu sais que Mohamed Salah a marqué 2/3 de ses buts en carrière à partir de 27 ans. C'est l'âge qu'a Ousmane Dembélé aujourd'hui. Comme quoi, parfois, tu peux émerger, tu peux avoir un déclic, émerger au plus haut niveau assez tard. Et je pense que Ousmane Dembélé est en train de vivre ça. Est-ce que c'est lié à sa position axiale? Je sais pas, parce que Salah, il est pas toujours axial avec Liverpool, mais tu sens bien. En tout cas, il faut distinguer deux choses. Le PSG d'un côté, l'équipe de France de l'autre. Pour l'équipe de France, on connaît les tests de Didier Deschamps. Tu sais très bien comment ça va se passer. Si ce soir il le fait et que ça marche pas et qu'éventuellement il renouvelle l'expérience dimanche, que ça marche pas, je pense que ça peut être terminé, ça peut être rideau. Pour Luis Enrique, je vois pas pourquoi jusqu'à la fin de la saison ça continuerait pas comme ça. Et après, en fonction, est-ce que tu vas continuer l'année prochaine avec cette espèce de système un peu où tous les attaquants sont dans des positions fuyantes, où il y a beaucoup de permutations, ou est-ce que tu vas installer un vrai numéro 9? Moi, je pense qu'il faut, pour avoir le maximum de possibilités, de choix possibles, il faut qu'il y ait un numéro 9. Ça peut être Gonzalo Ramos, ça peut être une potentielle recrue.
Tu peux aussi imaginer peut-être Ousmane Dembélé en deuxième attaquant. Tu vois, c'est possible aussi. C'est pas immuable de jouer tout le temps en 4-3-3. Tu peux, à Dortmund, quand il était plus jeune, avec Tuchel, il avait joué un petit peu comme ça, derrière la pointe, derrière Aubameyang à l'époque, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc voilà, il y a une multitude de schémas possibles. Après, Dembélé numéro 9, éternel, je ne sais pas, mais Dembélé qui devient buteur et qui enfile des saisons à 20-25 buts, ça j'y crois. Arthur, tu suis l'équipe de France, en ce moment tu es en Croatie, tu suis le Paris Saint-Germain bien sûr au quotidien, tu es souvent dans ce podcast After Paris. Comment au club on explique ce changement de Dembélé là, comment il est devenu à 27 ans le buteur qu'il est? Alors c'est vrai que la question a été très souvent posée ces derniers temps à Luis Enrique. Lui, il l'explique par un déclic. Il dit que maintenant, voilà, ses performances ont une saveur sucrée. Je sais que c'est l'expression qu'il reprend souvent. Alors, ça veut tout rien dire, mais pour lui, en gros, c'est une prise de conscience à la fois sur le terrain, dans le potentiel qu'il peut vraiment avoir, notamment dans la finition, et surtout en dehors. Je sais qu'il y a quelque chose qu'on raconte beaucoup depuis le début de saison et qui est toujours le cas et qu'on m'a encore raconté la semaine dernière au Paris Saint-Germain, c'est-à-dire que après chaque séance, il fait des séances individuelles avec le préparateur physique et certains membres du staff, des spécifiques sur la finition, sur les coups de pied arrêtés, les combinaisons, les dribbles, partir du côté droit, repiquer dans l'axe, comme vous l'avez expliqué sur certaines phases de jeu récemment où il a été très à l'aise. Et voilà, c'est tout simplement l'augmentation de cette masse de travail. Beaucoup de séances vidéo aussi, je crois. Que selon le club, il est plus performant. Beaucoup de séances vidéo aussi, Arthur, je crois, ce qu'il ne faisait pas avant et qu'il s'impose ou qu'il s'inflige également. Et puis tout ce qui est hors terrain, tout ce qui est invisible en fait, tout ce qui est préparation. Les Patek et les Rolex. Non mais c'est la vérité. Alors maintenant qu'il a eu les 30 buts, il les a, on attend la suite. C'est Roland qui en parlait chez nos confrères de l'équipe encore cette semaine. Roland Courbis qui l'a lancé en Ligue 1. Il te disait que voilà, quand il était jeune, c'était les jeux vidéo, c'était une hygiène de vie. Voilà, le sommeil, c'était pas quelque chose de fondamental pour lui. On sent que c'est quelqu'un qui s'est assagi, qui a grandi, qui est devenu beaucoup plus pro aujourd'hui, qui a eu ce déclic-là. Et c'est ce qui me fait penser, moi, que je pense qu'une fois que tu l'as, ce déclic, et que tu vois que tu peux performer à ce niveau-là, il n'y a aucune raison que ça dure pas dans le temps. Enfin, j'espère je pense qu'il y a aussi le facteur Luis Enrique qui est très important. Je suis pas sûr, si on reprend les derniers entraîneurs du Paris Saint-Germain, qu'il y a eu cette révolution et cette dimension prise par Ousmane Dembélé au choix Galtier, Pochettino. Je pense que c'est aussi l'entraîneur. Tactiquement déjà tactiquement, et même aussi sur la manière dont il le gère. Hein. Il y a eu la mise à l'écart contre Arsenal. Enfin, il arrive à souffler le chaud et le froid avec Ousmane Dembélé. Et c'est peut-être aussi ce qu'il lui faut tactiquement et en termes de management. Quelles peuvent être, à votre avis, les limites de Dembélé à ce poste? Parce que, mine de rien, c'est assez nouveau. On imagine que les adversaires vont bosser. À un moment donné, il peut y avoir des situations où des adversaires qui vont réussir à bien bloquer Dembélé, à bien prendre le Paris Saint-Germain. Qu'est-ce qui va finir par poser problème potentiellement? La première limite, je pense déjà, ça va être le premier moment où Ousmane Dembélé va pas claquer un doublé ou un triplé à chaque match. Il va devoir à ce moment-là, et tout le monde va aussi devoir se dire que Ousmane Dembélé ne peut pas mettre 2-3 buts par match, ne pas prendre un coup derrière la tête et se dire bon ok, j'ai pas marqué pendant 2-3 matchs, je suis capable de repartir sur une série. Déjà ce petit facteur, parce qu'il l'a pas connu depuis le mois de janvier, il y a combien de matchs où il a pas marqué, et puis mais des doublés, des triplés, donc ce petit coup de mou qui arrivera forcément à un moment, va falloir le gérer. Oui, forcément, mais après moi franchement, je te dis la vérité, tu vois pas de limite à ce the sky is the limit, à ce joueur-là. J'ai toujours trouvé que c'était un phénomène depuis qu'il a démarré, depuis 2017. Enfin, tu sentais quand tu suis le foot, quand tu regardes les matchs. Oui, mais ça, on l'a tous vu. Mais du phénomène à devenir au buteur clinique. Oui, mais il y a des attaquants. Ça là, que je donnais tout à l'heure en exemple, en est un. Je pense qu'il y en a d'autres aussi. Où voilà, un jour, t'as le déclic. Et une fois que t'es parti, il a eu cette rencontre au PSG. Il est arrivé en 2023 au PSG. Il sortait de saison à Barcelone où ça s'était pas bien passé. Il a trouvé un cadre à Paris, il a trouvé un équilibre, il a trouvé un entraîneur qui lui convient, il a trouvé un rôle de leader qui lui convient aussi, parce que finalement aujourd'hui, avec les départs successifs de Mbappé, avant Mbappé, il y avait eu Neymar, etc. Enfin voilà. Là, c'est lui, c'est son équipe. Le PSG, c'est l'équipe. Il est épanoui, c'est vrai, et c'est important le rôle de leader aussi, parce qu'on le sent pleinement investi, pleinement épanoui. Je sais plus si c'est Liverpool aller ou contre City. Je crois que c'est Liverpool aller. Après une énième occasion ratée, il va devant le virage, il essaye d'haranguer un peu les supporters. C'est quelque chose qu'on ne voyait pas. C'est un personnage, on le sait, très sympathique, mais qui est relativement timide, quoi. Et t'as entendu Désiré Doué en équipe de France qui te dit, voilà, c'est un rôle de grand frère, et derrière tout le monde, etc. Il a ce vrai rôle de leader, il est responsabilisé.
c'est un super mec en dehors du terrain, sur le terrain il performe. Non, il faut juste qu'il soit épargné par les blessures, c'est tout. La suite, Arthur, c'est cette fin de saison, il y a cette Ligue des Champions à jouer, aller chercher, pourquoi pas pour le Paris Saint-Germain, mais après, quid du prochain mercato par exemple? Alors je sais pas, ça bouge pas, Arthur, ça bouge pas. Un peu tôt dans la saison. Non mais alors déjà, la situation, la sienne, mais surtout, est-ce que Paris doit recruter un autre numéro 9? Quid de Ramos? Est-ce qu'on sait déjà ce que les dirigeants comptent faire à ce poste-là? Il sait, mais il veut pas dire, Arthur. Non, je pense qu'en étant très réaliste, Jimmy, alors déjà c'est un peu tôt, je vous l'avoue. Sur Ousmane Dembélé, contrat jusqu'en juin 2028. J'ai envie de dire, au vu de ses performances, de la cote qu'il est en train de prendre un peu plus, je pense que les dirigeants parisiens vont peut-être vouloir à un moment le sécuriser un peu plus. Je vous dis ça, il n'y a rien d'entamé, il n'y a rien de concret pour l'instant, et il faut rester prudent, mais c'est mon avis. Sur le reste, Gonzalo Ramos, ce qui, moi, me paraît encore étonnant, c'est que c'est presque devenu un super sub, c'est-à-dire que on le voit, il est régulièrement sur le banc, le coach lui fait toujours aussi confiance, en privé il le défend beaucoup, et c'est ce qu'on me raconte souvent dans les salariés du club, c'est que le premier qui prend la défense de Gonzalo Ramos, c'est Luis Enrique, constamment. Donc je me dis que quand on prend ça en compte, je ne le vois pas partir, et du coup rajouter quelqu'un à ce poste-là, ça me semble quand même très compliqué. Quand on voit l'utilisation d'Ousmane Dembélé et la présence encore de Gonzalo Ramos. Après, on en reparlera peut-être, mais je pense que c'est surtout derrière où il va y avoir une priorité. Le poste de latéral droit, la doublure à Achraf Hakimi, et peut-être au milieu de terrain aussi pour venir soulager Neves ou encore Fabian Ruiz. Julien. Non, je me demandais comment vit Gonzalo Ramos cette situation, parce que je pense que c'est peut-être aujourd'hui la seule problématique qui existe au Paris Saint-Germain en termes de concurrence. On a quand même un mec, je faisais le calcul, je crois il y a 2-3 matchs, qui est décisif toutes les 60 minutes. Gonzalo Ramos, but plus passe décisif, c'est n'importe quoi. Le ratio d'efficacité, oui, beaucoup plus que quand il est titulaire. Je me dis qu'à terme, s'il y a un petit grain de sable, et bon, ça posera pas de problème sur la fin de saison, mais peut-être à l'intersaison, je pense pas que Gonzalo Ramos à 23-24 ans peut se satisfaire longtemps de ce statut-là. Et je pense qu'en Europe, à part peut-être 2-3 clubs, à part peut-être Real, City et le Bayern, tout le monde serait chaud pour récupérer Gonzalo Ramos avec ces stats-là. Juste parenthèse, Arthur, sur l'état d'esprit de Ramos, t'as des infos ou pas? Il y a eu un moment, et Julien, tu fais bien d'en parler, où je pense qu'il s'était un peu agacé du fait d'être plus relégué sur le banc, d'avoir un peu moins d'importance, et visiblement Luis Enrique lui a renouvelé sa confiance, l'a rassuré sur ce point-là, et depuis vraiment tout va bien. Donc, mais tu as raison d'en parler, à mon avis, début de saison ça a été assez compliqué pour lui et assez tendu. Il aura 24 ans dans 3 mois. Jimmy, on fait quoi de ce poste de numéro 9 au PSG l'été prochain? Je ne sais pas si Paris va recruter un numéro 9, mais je pense que Paris doit recruter devant. Je pense que tu dois renforcer encore l'effectif, parce que tu peux considérer que Désiré Doué, moi j'aimerais bien qu'il soit installé au milieu de terrain, et auquel cas, place de Fabian Ruiz, c'est quoi les solutions que tu as devant aujourd'hui? T'as Kvara, t'as Ousmane Dembélé, t'as Bradley Barcola, tu as Gonzalo Ramos, et Doué. Désiré Doué, ça fait 5 pour Kanguilny. C'est blessé là avec la moi je pense que Kanguilny, voilà, on n'en veut plus non plus. Je lui vois pas un avenir flamboyant au PSG, mais si tu veux doubler les postes, si tu joues à 3 devant et que tu veux doubler les postes, à minima il te faut un joueur de plus. T'as perdu au mercato Asensio qui a pas vocation à revenir a priori. Kolo Muani pareil, il a pas vocation à revenir au PSG. Oui, mais donc numériquement il va falloir remplacer ces mecs-là. Tu construis avec l'idée d'avoir Dembélé en 9? Non, pas spécifiquement. Non, tu peux envisager cette option-là, sachant que tu as Gonzalo Ramos qui est déjà numéro 9. Tu peux peut-être prendre un joueur qui peut jouer sur plusieurs postes, mais je pense que Paris devra recruter offensivement. Je rejoins Jimmy sur la volonté, la nécessité plutôt d'aller chercher un numéro 9, parce que autant j'adhère à 90-95% tout ce que fait Luis Enrique, je pense qu'il faut un numéro 9 dans un effectif qui joue. On l'a avec Gonzalo Ramos. Comme je disais, je suis pas sûr que Gonzalo Ramos se satisfasse éternellement de cette situation-là. Par contre, je regardais hier tous les grands buteurs en Europe, entre ceux qui sont trop vieux, qui ne sont pas touchables, des Lewandowski, des Haaland c'est Alexander Isak que tu vas faire. Voilà. Ou Julian Alvarez. Moi, j'en vois pas des masses. J'en vois pas des tonnes. Julian Alvarez, je pense que c'est le profil idoine. Je crois qu'il y avait eu quelques touches, un intérêt, que Luis Enrique aime bien le joueur. Mais finalement, moi, je suis chaud pour qu'on aille chercher un 9. Mais profil Luis Enrique compatible, comme on dit, il n'y en a pas 12 000. Moi, je vois que lui. Quasiment que lui. Oui, mais si demain tu prends Alvarez, Ramos s'en va. Pour moi, Ramos s'en va.
Et oui, non, mais Alvarez, il va pas venir pour être remplaçant. Et si t'as mis Dembélé en 9, comment tu fais? C'est ça aussi le problème. Non, mais après, tu peux jouer. Ça va permuter, ça va permuter. Alvarez, il peut jouer sur les couloirs aussi. Il peut jouer côté Julian Alvarez. Il a joué à gauche avec la sélection argentine, ça lui est arrivé. Moi, j'avais en tête l'option aussi Alexander Isak qui cartonne avec Newcastle, qui est un magnifique joueur. Si vous voulez le découvrir, n'hésitez pas à l'écouter, le podcast After Angleterre avec Julien Laurence. On a fait un épisode il y a quelques semaines. Rien vous cacher, c'est plus pour faire la passe D sur le teasing que j'ai parlé d'Alexander Isak. Mais non, mais. Parce qu'il est éclaté en fait comme joueur. C'est ce que non, mais voilà. T'as 2-3 joueurs à Newcastle que moi j'aimerais bien voir au PSG, il en fait partie, Alexander Isak. Est-ce qu'il est Luis Enrique compatible? Après c'est autre chose, mais il sait faire beaucoup de choses, il sait jouer de haut jeu, il sait prendre de la profondeur, il est terriblement clinique face au but. Voilà, ce genre de profil-là. Après, ça a un coût. Après, tu as déjà un effectif qui est en place. Il faut pas bousculer les équilibres. On a bien compris qu'aujourd'hui, il y avait aussi une nouvelle politique du PSG, de recrutement, sur aussi en termes de masse salariale, de pas faire n'importe quoi, tout ça. Est-ce que tu peux aller chercher ces joueurs-là encore aujourd'hui? Faudra voir. Mais c'est une option. Alors, je remercie Arthur en direct de Split en Croatie, qui va être au plus près cette équipe de France sur RMC. Merci beaucoup Arthur. À la semaine prochaine ou à très vite dans le podcast After Paris. Ciao Arthur. À très vite. Merci les gars. Avec plaisir. Merci à vous les gars. Jimmy Brown, on se retrouve la semaine prochaine, toujours aussi bien sapé, évidemment. Bien sûr, un prochain épisode de l'After Paris. Merci également à Brian Levabasseur, Daniel Torres, toutes les équipes de prod qui bossent sur cette émission. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait, de liker, de commenter. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Ciao. RMC After Paris.